Nico, un point c'est tout. L'écologie, réellement punitive ? À l'heure où le changement climatique est déjà inéluctable, commencé et irréversible, sa réalité devrait être admise par tous. Pourtant, à l'instar de ce qu'on constate avec le personnel médiatico-politique, on voit bien que ce n'est pas le cas, loin de là. Présentateurs, militants de médias, comme membres des différentes nuances de droite dure, tous tendent à atténuer le phénomène en cours, le tourner en dérision, voire pire, tendent à le nier en bloc, dans le pire des cas. Ceux-ci drainent dans leur sillage tout un tas de petits soldats qui tiennent de génies patentés et qui se font le relais de ces têtes de proue. Génies qui avalent goulûment les âneries de ces célébrités décérébrées ou carrément engagées dans la perpétuation d'un mode de société, quitte à raconter n'importe quoi avec l'assurance qu'il convient d'avoir pour avoir l'air crédible. Quoi qu'il en soit, tous sont dans l'idée que ceux qui veulent sauver la planète d'un péril fantasmé selon eux souhaitent le faire à leurs dépens. Après tout, il suffit de regarder à travers la fenêtre ou de regarder la valeur inscrite sur le thermomètre extérieur pour comprendre qu'il caille et qu'il n'y a pas de réchauffement, comme chacun sait. Bref, vous voyez l'idée, que le changement climatique, le global warming, etc., ce sont des délires de gauchistes. C'est, entre autres, le genre de dinguerie qui avait lancé un éditocrate bien connu et trop suivi même, malheureusement, vu les sorties néfastes et hallucinantes qui sont les siennes. Ainsi, nous faisons nous demander où se situe la part de la mauvaise foi dans tout cela, celle de l'ignorance et de la bêtise, ou encore celle du combat politique engagé pour le compte du capitalisme ou du libéralisme, et de ses tenants, bien évidemment. Qu'il soit un peu conscient du désastre entamé et le relativise, ou qu'il soit en marge de toute réalité et pense que tout ceci est une invention de scientifiques en quête de se rendre intéressant, ce qui les anime surtout, c'est de dénoncer les Khmers verts et autres fadaises de cet acabit. Pour eux, le climat est un instrument punitif activé pour menacer leur mode de vie, un levier pour les punir ou les priver de certaines de leurs libertés. Avec la mauvaise foi qu'il convient de souligner, je reviendrai sur tout cela ultérieurement. On voit alors comment ceux qui se dressent en raisonnables, raisonnés, mesurés, etc., dans les faits, sont tout autre chose que ce qu'ils prétendent être. Changement climatique, réalité ou pas ? La question que ceux-ci nous font nous poser, de prime abord, est de savoir si le changement climatique, le réchauffement et tutti quanti sont une réalité ou juste une fake news, comme l'estime Trump par exemple. Aussi, comme nous l'a rappelé Marion Maréchal tout dernièrement, certains, devant l'évidence de ce changement, préfèrent une tech tout autre, consistant à reconnaître le changement en cours, mais à ne pas faire leur, la certitude que le changement est dû à l'activité humaine. Et ce, malgré le fait que les scientifiques parlent d'anthropocène, voire pire, que des universitaires parlent de capitalocène. Personnellement, à moins de songer à un grand complot à l'échelle mondiale, je vois mal comment on peut faire passer les travaux du GIEC comme des balivernes, sachant qu'on a affaire à des experts de tout le monde. Cela apparaît des plus surréalistes, car cela équivaudrait à dire que tous se regroupent dans un but idéologique commun, motivé par quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Je ne vois pas non plus quel en serait l'intérêt, puisqu'en l'état des choses, cela ira à l'encontre des intérêts des puissants et du modèle dominant, et il paraît limpide qu'il n'y aura rien à gagner, notamment pour des chercheurs qui dépendent de financement pour leurs recherches, mais passons. Que, par conséquent, pour les acteurs en question, il y aurait plus de coups à prendre qu'autre chose, à tirer la sonnette d'alarme comme ils le font. J'ai aussi du mal à identifier comment ils en seraient à nous parler de leur position de scientifiques, de la fonte du permafrost, de records de chaleur battus à peu près partout dernièrement, de catastrophes naturelles accrues et plus fréquentes, sans avoir tout un background de recherche sur lequel s'appuyer, pour en venir à leurs constats et conclusions et en fin de compte donner leurs projections. D'autant qu'eux-mêmes savent le caractère difficilement prévisible de ceux qui se profilent et le martèlent, ce qui témoigne qu'on n'est pas dans un dogme, soit dans le procédé inverse de tous ceux qui tiennent des propos climato-sceptiques. Eux, jamais en mesure de clairement faire la preuve de ce qu'ils avancent, et qu'on serait supposé croire sur parole, de ce que je comprends. Naturellement, toutes ces données sont souvent accessibles pour tous ceux qui veulent y recourir. Encore faut-il savoir où aller chercher et le vouloir, cela va sans dire. Comme je le mentionnais, pour certains, un simple coup d'œil sur le ciel suffit pour entériner les débats. Tout cela est du flanc, point final. Quelle belle preuve par les faits. Ils sont pragmatiques et ont les pieds ancrés dans la réalité. C'est ce qu'ils prétendent en tout cas. Après, j'attends que ces personnages de répondent sur le fait que leur méthode se retourne souvent contre eux, ainsi qu'elles confirment qu'ils font véritablement fausse route dans leur positionnement. J'en
prend pour preuve des faits qui se sont produits récemment. Il a été question de rarissimes inondations au Sahara en ce mois d'octobre 2024 et qui a fait dire à un responsable de l'agence météorologique marocaine que cela risquait de devenir plus fréquent et récurrent. Il ne s'est d'ailleurs pas contenté de cela, mais a aussi expliqué pourquoi. Alors, rien ne se passe, pas de changement en cours. La neige au Sahara, comme en 2022, c'est quelque chose d'habituel, rien à signaler. La montée des eaux, c'est une blague ou une réalité? Pourquoi, dans certains coins en Inde, ils ont décidé d'apprendre à nager aux habitants en guise de parade, si ce n'est pas une nouveauté? Ou encore si le phénomène pouvait être endigué? Pourquoi aussi se donner autant de mal du côté du Tuvalu? Quel intérêt de cette mise en scène de son responsable, les pieds dans l'eau, interpellant la COP et les responsables de ce monde? Tout cela pour montrer que la montée des eaux est déjà le quotidien de certaines populations. Un quotidien qui amène les autorités de cette île à avoir anticipé des accords avec l'Australie pour accueillir sa population, puisqu'à terme, ce sera apparemment la seule issue possible. En particulier, alors qu'on sait tous qu'aucune inflexion n'est possible, vu les trajectoires de tous, qu'on est plutôt sur la pente d'une aggravation. En France, c'est flagrant. Il semble que l'Élysée a demandé qu'on se penche sur un scénario à plus 4 degrés. C'est QFD. Et oui, comme le dit justement l'expression populaire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et certains ont beau dos de nous sortir des discours hors sol sur le sujet, alors que pour certains, ce dont on parle est déjà le pain quotidien en quelque sorte. L'impact est réel pour les îles en général et ce n'est que le début. Alors on peut choisir de ne rien faire et de trouver l'écroulement des conditions de la vie humaine parfaitement tolérables ou encore la disparition de tas d'espèces animales parfaitement normales. On est à la 6e extinction de masse actuellement. Mais encore s'agirait-il au moins d'identifier ce qui a lieu, c'est le minimum du minimum. On a aussi compris que pour certains, tout dérangement de leur petit mode de vie est vu comme intolérable et insupportable et je crois que c'est surtout ce dont on parle quand il est question de pseudo-écologie punitive. La société des faux-semblants et des libertés supposées. Ce discours de l'écologie punitive, comme je l'expliquais précédemment, tient beaucoup en fait du refus de la perte de la forme de société dans laquelle on évolue à l'heure actuelle. Une société empreinte de technologie à tout va, jusqu'à l'absurde parfois, reconnaissons-le. Une société du chacun pour soi, de la voiture individuelle, etc. Plus généralement, la société de la compétition généralisée. Toutefois, malgré ces apparences, on est plutôt dans une société d'absence de liberté plutôt que le contraire. Beaucoup de choses que certains assimilent à des libertés sont en fait des privations de liberté, des contraintes et autres fils à la patte, des pressions, etc., selon la manière dont on veut les considérer et les appeler. Pour moi, une chose est particulièrement symptomatique, c'est la voiture individuelle, justement. Si on doit reconnaître certains côtés pratiques en l'espèce, compte tenu de la manière dont la vie actuelle est organisée, il convient aussi de reconnaître que la société pourrait fonctionner tout autrement. Que, dès lors, ces supposés avantages de la voiture individuelle tendraient à s'évaporer, même à ne laisser place qu'à la perception de ces très nombreux désavantages. En outre, on a déjà l'exemple sous les yeux, avec les milieux urbains, plus spécialement les grandes villes, où posséder une voiture est nettement moins profitable et tient plus de la galère que d'autres choses en vérité. Je vais y revenir. Commençons par la situation à la campagne. En milieu rural, il va sans dire qu'en l'état des choses, elle demeure indispensable. C'est certain, mais ce n'est pas un état de fait auquel on ne peut rien faire. Ce sont des choix politiques. Il va sans dire que le manque de transport en commun est globalement toujours on ne peut plus criant, mais que la situation est tout simplement abominable en la matière en milieu rural. Pourquoi? Car tout est pris sous le prisme de la rentabilité. Qu'aujourd'hui on voudrait qu'un service public soit rentable, ou alors introduire de la valeur marchande, alors qu'il est question de services rendus aux usagers. Ce qui ne tient tout simplement pas debout. Ce n'est à la base pas fait pour cela. Aussi, rappelons-nous des raisons qui ont forcé nombre de gens à aller s'installer très loin des centres urbains, non par choix d'habiter en milieu rural ou semi-rural, puisqu'ils y ont été amenés par la force des choses. En effet, le prix de l'immobilier et la capacité des gens à se loger y est pour beaucoup. À l'AFI, on veut s'assurer du plafonnement des loyers et de les rendre plus accessibles. En finir avec la spéculation immobilière incessante qui fait que les loyers sont rendus à des prix absolument exorbitants. J'y referai allusion au moment de parler de la proximité. On est aujourd'hui rendu si loin dans le processus que des personnes avec un travail à plein temps sont dans l'incapacité d'obtenir un endroit où vivre, tout simplement. On sait tous que la droite aura largement contribué à cela avec ses efforts incessants pour ne pas être en accord avec la loi pour ce qui est de la construction de logements sociaux.
Ce phénomène de liberté individuelle est d'autant plus vrai qu'il a été construit à coup de renforts publicitaires et idéologiques, que si nombre de personnes rêvent de faire l'acquisition d'une maison individuelle, c'est par le matraquage publicitaire et qu'on leur a intimement inspiré de telles aspirations au niveau de la société. Quelque chose s'avère très parlant, c'est la manière dont on fait la promotion de la voiture, généralement de grosses voitures, SUV et tout le tout-team, en présentant des routes dégagées et les bolides débridés évoluant à vive allure sur des routes laissant libre cours à la liberté de circuler sans entrave. Ce qui tire, nul besoin de le préciser, du fantasme le plus complet. Plus spécifiquement au regard des nouvelles normes sur les limitations de vitesse, du trafic sur nombre de tronçons, des péages éventuels, du prix du carburant, etc. Autant de fil à la patte plus que conséquents et qui pèsent lourdement sur des individus, qui font s'interroger justement sur le type de liberté supposée dont on est censé jouir via la voiture individuelle. Et encore, je fais grâce d'évoquer bien d'autres choses telles que les assurances, l'entretien, les contrôles ou réparations qui peuvent jusqu'à entraîner une incapacité temporaire de l'utilisation de véhicules. Bref, vous avez compris où je veux en venir. Ce rêve imposé aux travailleurs et employés leur coûte très très cher. Cher jusqu'à ce qu'on puisse se dire que ce n'est aucunement un horizon souhaitable, quand bien même les puissants de ce monde, compte tenu de leurs intérêts, veulent nous le vendre comme tel. D'ailleurs, ce rêve qu'ont contracté certains les oblige, les rend plus vulnérables et dociles, tous ayant des crédits auxquels faire face. Autant de choses qui font que la contestation est tue, qu'elle est contrainte quand elle peut encore s'exprimer. Venons-en au milieu urbain, justement, maintenant. La situation est dégradée par rapport à ce qu'elle devrait être. Néanmoins, malgré les services publics exsangues, les transports en commun toujours largement insuffisants, on voit déjà comment ce rêve de liberté de la voiture individuelle est battu en brèche. Souvent, des moyens beaucoup plus rapides et moins coûteux existent, avec le train, le tram, le métro, voire le bus. Des ajustements s'imposent, mais on a les bases d'un mieux-être déjà là. Autant de moyens qui impliquent moins de fatigue ou de concentration, qui ne nécessitent pas une assurance dédiée et n'engagent pas la responsabilité de l'usager. Ou encore d'avoir un garage pour s'assurer que son véhicule ne se détériore pas. Pas besoin de changer des pièces, de faire des visites de contrôle, des vidanges et autres, ou encore de parer à l'usure, jusqu'à devoir changer de véhicule. Une autre garantie est que le véhicule en question ne soit pas endommagé sur la route. Également, pas besoin de passer au péage, ou encore de mettre de l'argent dans le rodateur pour le parking. Après, on nous parle de liberté. Je pense plutôt que la voiture individuelle, c'est l'enfer capitaliste incarné. Que si la voiture individuelle a des avantages, elle est surtout source de pression et de mal-être, plus que de liberté. Aussi, je me pose la question concernant d'autres facteurs, comme l'importation de produits par exemple. Je peux d'autant bien évoquer le sujet, me semble-t-il, que je suis un Français installé à l'étranger. Je ne suis pas expat, comme certains aiment à se dépeindre. Je suis français et de par mes moyens plus que modestes, je ne suis définitivement pas de ceux qui peuvent se permettre de consommer des choses autres que la nourriture locale ou éventuellement des pays environnants, on va dire. On peut estimer que c'est très bien d'avoir accès à des tas de choses d'autres cultures et horizons. Dans le fond, je ne suis vraiment pas opposé par ailleurs. J'y suis même carrément favorable dans l'absolu. Mais sommes-nous réellement libres ? J'entends que ces produits arrivent jusqu'à nos rayons et autres. Pour certains d'entre eux, ils sont trop onéreux pour que certains puissent les acheter et les consommer de toute façon. Et encore, le prix environnemental n'est pour l'heure pas calculé. Ce qui doit changer, voilà qui peut nous interroger. Je pose aussi la question des denrées alimentaires, leur côté saisonnier. Là encore, c'est une privation des libertés que de consommer des produits du coin à la période où ces produits peuvent être obtenus. Certains se réclameront de la liberté de manger ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, le tout jetant dans le fossé leur habituel raisonnement du « on a toujours fait comme cela », que nombre d'entre eux ont tendance à adopter en temps normal. Car précisément, cette consommation exotique, entre guillemets, est un phénomène relativement nouveau, en particulier pour les masses. Est-ce que s'en priver est à ce point un sacrifice ? Pour ma part, je ne le pense pas. Surtout en France, dans la mesure où le pays est à un carrefour de l'Europe, et que l'agriculture française, à la base, était on ne peut plus riche. Enfin, avant d'être délaissée pour des histoires de coûts présumés. En aparté, on sait tous ces comportements coloniaux et colonialistes qui ont résulté de la mise à disposition de certains produits aux Européens, dont certains subsistent encore, comme en témoigne tout ce qui se passe autour de nos frères des Antilles, qui n'en peuvent tout simplement plus. On retrouve cela un peu à tous les niveaux par ailleurs. Une chose est certaine, le voyage, par avion notamment, est une chose qui reste vraiment ponctuelle pour beaucoup d'ouvriers et d'employés. J'ai envie de dire pour ceux qui y ont accès même, alors qu'on nous parle de limiter l'avion. De fait, l'utilisation restreinte de celui-ci est une réalité déjà pour des tonnes de gens, faute de moyens. En courte aparté,
Pour ne rien cacher, moi-même, je peine à rentrer une fois par an pour voir les miens, ceux qui me sont chers. De ce fait, outre mes convictions écologiques, cela va sans dire. Notamment si on considère cette histoire de coûts et de réitération, il serait plus juste de s'attaquer aux pratiques des riches, leurs jets privés et leurs trajets indécents financièrement et écocidaires, de par leur fréquence et leur aspect répété. Contraindre les riches dans ce registre serait d'autant plus bénéfique que certaines de leurs pratiques leur seraient rendues plus compliquées. Comme avoir leur boîte à un endroit et résider à un autre. En somme, les contrariés seraient profitables à tous, voire salvateurs. Je crois bon de rappeler que nombre de ces libertés et autres modes de vie souhaitables que certains veulent nous faire adopter sont des choix contre lesquels beaucoup de gens se dressent désormais. Dans le domaine de l'agriculture, c'est flagrant. Dans le combat entre le modèle dominant, ultra-productiviste, et celui de la paysannerie, version confédération paysanne. Et on n'a pas vu le côté négatif d'un retour à quelque chose de plus raisonnable du point de vue du traitement de la planète. Les paysans en question vivent mieux, leur travail fait plus de sens. Eux ne mettent pas fin à leur jour de désespoir, etc. Comme quoi une dose de décroissance peut raisonnablement avoir des aspects heureux, créer du mieux-être. Combien de gens ont aussi tout lâché de cette pseudo-société de liberté, si désirable paraît-il? Dans tous les pays, on trouve des exemples de gens qui ont tout plaqué du jour au lendemain pour changer de vie du tout au tout. Comment est-ce possible si la société actuelle est si épanouissante, enrichissante et faite de bonheur et de liberté? Dans tous les pays, des procédés sont à l'œuvre. Des gens qui balancent téléphone, ordinateur, etc. par la fenêtre. Des traders, des ingénieurs, etc. On a tous entendu un jour ou l'autre un tel récit de gens qui tournent la page de ce monde consumériste pressurisant. La société de liberté de certains étant synonyme de burn-out, de malaise, de pression excessive, de consommation superfétatoire, de gaspillage dispendieux, d'absence de sens pour certains, qui n'en peuvent plus, qui étouffent dans ce système. Alors un changement de paradigme serait à ce point une catastrophe? Des efforts, peut-être. S'agit-il d'efforts si coûteux? La take des droites de nos adversaires d'une manière plus générale, c'est qu'un monde qui refonctionnerait un peu plus normalement serait punitif en fin de compte. En gros, comme si notre cycle et celui de la nature n'étaient pas compatibles, mais il me semble qu'il y a erreur sur le sujet en l'occurrence. Je vais expliquer pourquoi. En tout cas, on retrouve ce bon vieux clivage de toujours en quelque sorte ici. Celui où un mode de vie plus égalitaire constituerait nécessairement une violence compte tenu d'une présomption inégalitaire de la nature, chose qui oppose la gauche et la droite depuis toujours. J'évoquais à l'instant ce décalage de rythme. En vérité, ce décalage existe, c'est vrai. Mais il est entre le capitalisme et les modes de fonctionnement de la nature. C'est d'autant plus vrai quand le capitalisme, qui fonctionne déjà à la base sur le temps court, voire l'immédiateté, sur l'accumulation, le gaspillage et le gratuit, s'avère être associé au néolibéralisme et aux dérégulations que ce dernier implique. Le capitalisme est un système de prédation. Il ne se soucie que du profit et de la rentabilité à court terme. Nombre de choses de la nature, au contraire, impliquent une régénération qui parfois prend du temps. Pour prendre un exemple bête, entre le temps pour un arbre de pousser et d'atteindre une certaine taille et celui des exploitants capitalistes de le couper, de le débiter, de le transformer, on n'est pas sur la même échelle temps, cela se comprend. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, comme on dit. Puisqu'on aborde l'immédiateté, est-ce qu'un ralentissement des rythmes actuels serait un problème? Si on en croit nombre des enquêtes, c'est tout l'inverse. Beaucoup de gens aimeraient pouvoir lever le pied, cesser de faire face à des dates butoirs et autres délais des plus serrés pour effectuer leurs tâches, de ne pas être en mesure de respirer, de se voir toujours affecté de nouvelles tâches supplémentaires, etc. pour optimiser les coûts ou augmenter les profits. Beaucoup n'aspirent qu'à cesser d'être dans l'urgence permanente, d'avoir le temps de faire les choses, de bien faire les choses par ailleurs. Aussi, on n'a pas vu que regagner la bataille sur le temps long aurait des conséquences néfastes. Fini les livraisons en 24 heures ou en 48 heures, et alors, on va survivre. Surtout que, dans de nombreuses configurations, toute cette urgence imposée, en fait, est tout à fait contournable, avec une meilleure organisation, avec une meilleure planification, etc. Donc du bon sens. J'ai souvenir d'un client qui était venu nous voir à l'agence où je travaillais, car ils allaient participer à un salon aéronautique, et devinez quoi, en dépit du fait que ce salon se déroule tous les ans au Bourget, le client en question venait nous voir pour réaliser tous ses supports de communication 5 jours avant le début de celui-ci, CQFD. Autant de situations d'urgence artificiellement fabriquées, qui fabriquent justement aussi de la fatigue, du stress, de l'empressement, de possibles erreurs, et j'en passe et des meilleures. Bref, l'ineptie du capitalisme illustrée dans les faits.
Certains avancent aussi une option politique à laquelle je suis personnellement tout à fait favorable pour retrouver cet aspect proximité de vie. C'est de décompter le temps de trajet des gens dans leur temps de travail, ce qui, on peut difficilement en douter, forcera les employeurs à embaucher aussi près de l'entreprise que possible. En somme, ce qui diminuerait considérablement les déplacements, la fatigue qui lui est reliée, la pollution, les dépenses en tout genre et serait, au contraire, synonyme de meilleure qualité de vie. Les transports et autres ne sont pas quelque chose d'anodin à bien des égards. Ils ont un impact non seulement sur la planète, mais aussi sur nos conditions plus ou moins bonnes de vie. On sait que beaucoup de choses ne sont pas des états de fait, mais bel et bien des constructions sociales. Les supermarchés situés en périphérie des villes sont de parfaits exemples de ce que j'avance. Ce sont les décisions politiques qui ont forgé cet état de fait. Le problème, cela a éloigné les lieux d'achalandage des consommateurs qui vont s'y approvisionner, et donc multiplier les déplacements et les coûts. Dans la même veine, toujours en matière de transport, certaines choses ne seraient pas des efforts, puisque des infrastructures existent déjà en réalité. La preuve en est, des milliers de kilomètres de rails laissés à l'abandon et les gares fermées sous prétexte de rentabilité insuffisante. Tout ceci ne demandant qu'à reprendre du service en quelque sorte. En créer de nouvelles donnerait du travail également. Pour ce qui concerne l'agriculture, je ne pense pas que faire évoluer les conditions des gens qui nous nourrissent puisse être quelque chose auquel les gens puissent s'opposer, en particulier compte tenu du sort qui leur est réservé. Vivre de subventions plutôt que de leur travail, isolement, surendettement lié aux investissements, manque de repos, difficulté d'écouler leur stock, n'étant pas des choses sympas pour les gens concernés. Et leur permettre d'avoir des vies meilleures, n'enlevant rien aux autres. Changer le modèle productiviste étant aussi bénéfique pour la santé, puisque des produits de meilleure qualité pourraient avoir davantage de débouchés. Du point de vue sanitaire, cela permettrait aussi, sans doute, de limiter les soucis avec certaines productions, qui doivent au final être retirées de la vente. Changer nos habitudes alimentaires ne constituant pas une torture. Aujourd'hui, on ne consomme pas et gaspille des produits sous prétexte de ne pas avoir la bonne forme, ou la bonne couleur, ou une apparence suffisamment attrayante, même si les aliments en question sont tout à fait consommables. Que dire des économies d'énergie? La plupart des gens, pour des raisons de facture et autres, y sont déjà contraints de toute façon. On ne voit donc pas comment on en serait une punition pour le plus grand nombre. Pour les plus aisés, sans doute, mais c'est une autre histoire. Une histoire qui nous rappelle une stratégie des puissants des plus connus désormais, celle de placer les petits devant en prétexte, même si eux seuls ont à y gagner. Réinstaller des services publics à proximité aurait aussi des conséquences bénéfiques en termes d'emploi, mais aussi en matière de limitation de certains déplacements. Là encore, je ne vois pas qui pourrait se plaindre de ne faire que 5 km dans sa journée au lieu de 40 pour se rendre au boulot par exemple. Donc de s'éviter de la fatigue, de la dépense en carburant, de gagner du temps avec la différence de trajet, etc. En quoi cela serait un mal d'arrêter de produire la nuit et de recouvrer des rythmes de vie et de sommeil plus normaux et d'avoir moins recours aux éclairages de nuit, etc. que les collectivités peinent de plus en plus à assumer financièrement. Dans la lignée, en quoi ne serait-ce pas bénéfique, outre que cela le soit pour la planète, pour l'être humain qu'on puisse enfin avoir des conditions de sommeil plus en adéquation avec la planète? Ne plus avoir des lumières partout à éclairer nuirait au sommeil? Bien sûr que non. Dans un tout autre registre, beaucoup disent pique-pan de certaines énergies renouvelables, éoliennes en tête. Mais qu'est-ce qu'on souhaite alors? Continuer à dépendre des ressources qui, non seulement, font que nos factures s'envolent, mais qui sont aussi la cause du changement climatique, de la destruction de la planète et autres? Nous, à l'AFI, nous souhaitons utiliser les éoliennes en mer, ainsi que se servir du mouvement de la houle. Et je ne vois pas comment qui que ce soit peut être à ce point dérangé par ce genre de choses. On nous parle aussi de l'esthétique des paysages, que de telles installations saloperaient à écouter certains. Mais petite question, ce ne sont pas les copains de ceux qui se plaignent de ce genre de choses qui ont soutenu le capitalisme et remplacé les moulins, etc., par des tas d'usines et autres installations qui ressemblent à des blocos? De plus, si la notion esthétique varie selon les individus, un champ d'éoliennes n'est pas moche comme certains veulent nous le faire intégrer. De même que les nuisances sonores ne sont pas pires que bien des choses de la vie moderne capitaliste, comme les autoroutes, les camions, pour ne citer que cela. Choses dont on entend moins les gens se plaindre et qui sont pourtant sûrement pires en matière d'esthétique ou de bruit. La production de bien des choses en local serait aussi véritablement profitable. Désormais, on voit des choses absolument hallucinantes se produire et des aberrations économiques
économique et écologique se tenir. Je souhaite m'appuyer sur un exemple pour illustrer mon propos, le jambon de Parme, entre guillemets. De Parme étant réellement entre guillemets. Toutes les étapes ayant lieu dans des endroits et des pays différents, si bien que de la production à la consommation, on a fait des milliers de kilomètres. Et des fois pour des choses vraiment invraisemblables. On a l'élevage du cochon qui se fera à un endroit, souvent en Pologne ou un truc comme cela, si je ne me trompe pas. L'abattage à un autre, etc. Tout du long de la chaîne et jusqu'à ce que le produit en question soit finalement acheminé jusqu'à Parme, pour le cachet ou l'appellation uniquement. Summum du ridicule et du gaspillage. Conclusion. Je pense que je vais clore ici ce podcast de sorte à ne pas produire quelque chose de trop long. Je pense que vous avez compris l'idée. Aussi, vous avoir montré qu'on est beaucoup dans une manipulation lorsqu'on nous parle d'écologie punitive, puisque, de fait, il y a des bienfaits certains pour le plus grand nombre et des choses que les classes laborieuses sont forcées de faire par simple économie, parfois contrainte. Donc, qu'on n'est pas plus dans la punition que dans le modèle actuel, dans le pire des cas. Que souvent ce terme est utilisé par les puissants de sorte à protéger leur mode de vie et leurs empires, leurs intérêts financiers, et que, sans rentrer dans ce genre de considération, si on ne veut pas être confronté à des situations invivables sur Terre, des efforts peuvent être consentis, sans que pour autant ils ne s'avèrent des punitions, et que ces efforts peuvent donner lieu à de vrais plus, ou des améliorations de la qualité de vie, davantage de repos, de temps à consacrer avec ses proches, moins de pression financière, etc. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet et vous avoir introduit quelques données intéressantes par le biais d'un tel thème. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1. C'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à ma camarade Mag pour son aide et pour m'avoir prêté sa voix pour les titres de ce podcast, en espérant que cela aura contribué à rendre mon contenu plus attractif et à vous proposer un produit de meilleure qualité. Allez, à bientôt.